On parle un peu à bâton rompu, puis on verra Oui, bien comment ça se passe. Peut-être juste resituer pourquoi on vous rencontre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vous a rencontré lorsqu'il y avait le décrochage du tableau de Madame d'Épinay. Oui. Il y avait un changement d'accrochage au sein des musées d'art et d'histoire. Peut-être que vous pouvez juste nous dire un petit mot pourquoi ce changement dans cette salle. Oui, alors c'est vrai que, comme vous le savez, comme vous l'avez appris, les pastels sont donc quand même des œuvres graphiques, hein, sont des œuvres qui ont l'air de peinture, mais qui sont apparentées aux arts graphiques. Et elles sont sur des supports fragiles, comme le papier ou le parchemin, et puis les pigments eux-mêmes sont aussi fragiles. Donc pour ces raisons-là, on essaye de ne pas les exposer trop longtemps, un peu plus longtemps que des dessins ou des œuvres ou des estampes, mais malgré tout on essaye pour leur conservation de les faire tourner pour qu'elles puissent se reposer entre guillemets dans le noir. Donc c'est pour ça. Et puis bien sûr l'accrochage permanent, parce que c'est une salle en fait semi-temporaire au sein de l'étage permanent de la collection de peinture. Et donc cet accrochage est quand même appelé parfois à être modifié, hein, aussi pour que le public y trouve son intérêt. Donc là c'est vrai que c'était une opération qu'on voulait faire depuis longtemps et on a profité d'un grand mouvement de réaccrochage pour procéder aussi à cet accrochage dans cette salle. Cela dit, il est peut-être amené à changer à la fin de l'année à nouveau, peut-être pour aller dans une autre salle, mais enfin c'est bien, pour le moment on peut comme ça montrer d'autres choses. Ouais. Alors voilà, Madame d'Épinay est retournée en réserve à cette occasion. Ce qui était un peu... Parce que donc la peinture conserve 4 peintures de Lyotard. Il était moins peintre que pastelliste, hein, mais il a peint à l'huile aussi. Aux arts graphiques, nous conservons 37 pastels, 33 dessins, des estampes autographes, des estampes d'après son œuvre aussi, mais dans les collections d'horlogerie, émaillerie et miniatures, il existe également des œuvres de Lyotard. Donc si vous voulez, ce seront 3 secteurs qui vont collaborer pour faire une exposition Lyotard. D'accord. Voilà. Et on sait pourquoi il était meilleur pastelliste que peintre? Oui, il y a une technique. Alors, il a d'abord une formation de graveur et de miniaturiste. Et donc la technique de la miniature se rapproche plus de celle du dessin que de celle de la peinture de chevalet, je veux dire la peinture telle qu'on l'entendait au XVIIIe siècle. Donc il est possible qu'il se soit senti plus à l'aise au pastel parce que c'est beaucoup plus immédiat, c'est une technique de dessin, c'est direct. Avec la peinture, vous avez quand même la question des préparations, des couches. C'est pas tout à fait la même technique, ce ne sont pas les mêmes effets à prendre en compte. Donc on suppose quand même que ça vient de sa formation de miniaturiste plutôt et d'œuvres sur papier aussi dans le cadre de la gravure. Mais ça, c'est quelque chose. Il était tout aussi bon en peinture, mais je pense qu'il était plus à l'aise en pastel. En plus, c'était vraiment le genre à la mode qui avait vraiment la faveur de l'aristocratie, mais de tous les gens de lettres également à cette époque. Hein, le 18e, c'est vraiment l'âge d'or du pastel. Pour les portraits. Pourquoi en fait? Alors, pourquoi c'est vrai que le XVIIIe siècle, c'est un moment où le portrait devient un genre de plus en plus pratiqué. Vous savez, il y a toujours la hiérarchie des genres à l'Académie de peinture et de sculpture, l'Académie royale de peinture et de sculpture. Le portrait n'est pas un genre très élevé dans cette hiérarchie. Hein. Évidemment, le principal genre, c'est la peinture d'histoire, donc la peinture avec des sujets bibliques, etc. Mais au XVIIIe siècle, on a quand même tout ce courant des Lumières qui font que l'individu gagne sa place et où la personnalité d'un individu sera de plus en plus valorisée. Et donc, les personnages de l'époque ont à cœur de se faire représenter et on a des portraits qui sont de moins en moins des portraits allégoriques ou des portraits symboliques, mais qui sont de plus en plus des portraits, on ne peut pas dire réalistes, mais disons plus proches de la nature que les portraits allégoriques, hein, par exemple mais on les a aussi, mais des femmes en Diane ou des souverains en empereur romain, si vous voulez. Donc c'est un genre qui gagne
en faveur. Évidemment, il y a le monde des lettres aussi qui devient prégnant, et donc on va de plus en plus voilà, se faire portraiturer. Et le pastel est un moyen extrêmement pratique pour les portraits, d'une part parce qu'il permet de travailler très vite. Avec la peinture à l'huile, vous devez appliquer une couche, laisser sécher, donc ça sous-entend que le modèle doit poser pendant de longues heures, alors qu'avec le pastel, vu que c'est une technique de dessin, une fois que vous avez préparé votre support, vous pouvez esquisser très rapidement les traits, les principales caractéristiques du modèle, et voir tracer le visage, les parties les plus importantes en présence du modèle, et puis terminer le reste en atelier. Et ça, on le voit chez Maurice Quentin de la Tour, par exemple. Je pense au portrait de Madame de Pompadour, qui est une des merveilles du pastel de l'époque. On voit clairement qu'il a préparé le visage sur une feuille, et ensuite il l'a intégré dans la composition monumentale qu'il a faite. C'est là que vous parliez du collage? Oui, c'est collé, oui, mais ça arrive. Et donc c'était très pratique, parce que vraiment vous pouvez travailler très vite sans avoir besoin de laisser sécher, de faire revenir le modèle. Et par ailleurs, par sa luminosité, ce sont des pigments qui sont mélangés souvent avec une charge, et puis qui sont liés avec, alors ça peut être toutes sortes de choses, du miel, du lait, enfin ça c'est plus ou moins dur suivant ce que vous voulez faire, mais ce sont des couleurs qui sont très très lumineuses, très fraîches, et qui le restent. Et donc avec les effets d'estompe, avec les effets de fondu que vous pouvez faire, vous rendez très facilement le velouté de la peau ou la richesse des tissus. Et ça permet quand même particulièrement bien de rendre les effets de matière que l'on trouve sur un personnage peut-être mieux que l'huile, qui a quand même toujours quelque chose d'un peu figé. Ensuite, il y a un vernis, donc il y a quelque chose de beaucoup moins frais, de beaucoup moins immédiat et naturel, alors que le pastel le permet, et on le voit notamment chez Lyotard, mais aussi chez Maurice Quentin de la Tour. On peut jouer sur des touches très visibles, donc des traits qui vont rester très, très visibles dans l'œuvre finale, mais aussi dans des effets de fondu qui permettent de faire des modelés, des carnations comme ça, des rosés de joues, des choses comme ça qui sont bien sûr possibles en huile, mais qui sont beaucoup plus faciles et rapides au pastel, pour autant qu'on soit un très bon pasteliste. Ouais. C'est une nouveauté en fait. Oui, alors le pastel il est utilisé pour des études ou pour rehausser des dessins depuis la Renaissance en fait. On dit toujours que c'est chez Léonard de Vinci qu'on trouve la première trace de pastel. C'est à peu près à ce moment-là que ça commence à être... que le médium est, disons, inventé et fabriqué en Italie. Mais de là à devenir un vrai médium de l'histoire de l'art, qui entre vraiment dans l'histoire de l'art, qui est associé avec d'autres techniques, ça se passe vraiment à la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. D'ailleurs, l'Académie royale de peinture et de sculpture à Paris admet son premier peintre en pastel, parce qu'on parle de peintre en pastel alors qu'en fait il dessine, il n'est pas peintre, mais la peinture a un statut bien supérieur que le dessin. Le dessin n'est pas quelque chose de valorisé en tant que tel à l'époque. Ça c'est tout début du XVIIIe siècle, en 1702 je crois. C'est vraiment à ce moment-là que les pastellistes sont reconnus au même titre que des peintres ou des sculpteurs. Auparavant, certains artistes bien sûr travaillaient aussi au pastel, mais c'était une pratique annexe à leur travail de peintre, qui n'était pas déshonorante, mais enfin qui ne faisait pas partie des pratiques véritablement légitimes et portées par la légitimité de l'Académie. Voilà. À l'époque, il n'était pas encore suffisamment bon probablement pour entrer à l'Académie. Donc il avait cette formation de miniaturiste et de graveur. Et ensuite il est parti, et c'est au cours de ses voyages, au début de ses voyages, que l'on sait qu'il a commencé à pratiquer le pastel en Italie. Mais dans les années 50, il revient à Paris et il essaye d'entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture. C'est la consécration pour un artiste, c'est là où vous obtenez les meilleures commandes, où vous avez, voilà, comme je disais, cette légitimité. Mais l'Académie ne favorisait pas tellement son style, qui était
qui était vu comme trop très réaliste, c'est anachronique de parler de réalisme, mais disons trop vrai. Il n'embellissait pas assez ses commanditaires, ses modèles, et donc il y avait une forte résistance devant ce style qui n'avait pas la flamboyance et la maestria un peu artificielle des artistes, par exemple français, mais pas seulement. Hein. On a aussi, par exemple, Roselyne, qui est suédois, qui va entrer à l'Académie, Rosalba Carriera, qui est celle qui va porter le portrait au pastel en France, qui va être reçue également. Mais Lyotard connaissait des résistances, et il semblerait quand même que Maurice Quentin de la Tour, qui est considéré comme le meilleur pastelliste du XVIIIe siècle, était de toute manière une personnalité très particulière, très ombrageuse, très jalouse de son talent, et n'appréciait absolument pas Lyotard et aurait un petit peu comploté pour qu'il ne puisse jamais entrer. Alors Lyotard, lui, s'est rabattu entre guillemets sur l'Académie de Saint-Luc, qui est une académie beaucoup plus ancienne, qui était l'académie, si on veut, des corporations de peintres à partir du Moyen-Âge, et puis qui conservait une actualité, bien sûr, à cette époque. Et lui, donc, expose dans les années 50 à l'Académie de Saint-Luc. Il fait une exposition monographique, si on peut parler comme ça, une exposition de ses propres œuvres, et donc il se présente également au public parisien, mais par ce biais-là, donc sans l'aval de l'Académie royale, mais dans cette académie un petit peu plus, considérée comme un peu plus artisanale, si on veut, et il obtient néanmoins des très belles commandes. Il va portraiturer toute la famille royale, à l'exception de la reine, si je ne me trompe pas. Donc, je veux dire, Lyotard n'était pas rejeté, il n'était pas hors des cercles influents de l'époque, mais il n'avait pas cette caution de l'Académie. Mais il a néanmoins beaucoup travaillé à Paris. Réputé. Il avait été peintre de la cour à Jassy, donc en Moldavie. Ensuite, dans ses voyages, il était monté à Vienne, et il est resté à Vienne. Il était très lié à la cour de Vienne. Marie-Thérèse d'Autriche, apparemment, ils avaient un lien probablement un lien intellectuel assez fort, à tel point que Marie-Thérèse d'Autriche sera la marraine d'une des filles de Lyotard. Donc ils avaient vraiment un lien. Et il était réputé donc, dans les cours d'Europe, hein. Il était également allé en Allemagne. Donc ça n'est pas un artiste qui, à Paris, est un outsider qui cherche à tout prix à entrer à la cour. Il a une réputation qui le précède. Hein. Donc, on pourrait avoir des traces de ça, si on avait eu, je ne sais pas, un carnet de commandes de Lyotard. On le trouve pour certains artistes. Hein. On a parfois des traces écrites, des commandes, des choses comme ça. Pour Lyotard, on ne l'a pas, mais probablement que c'était discuté. Je pense à un exemple, c'est une, entre guillemets, rivale, donc c'est amusant parce qu'ici on l'a, vous voyez, on l'a sur face à face dans le catalogue raisonné. C'est donc notre ouvrage de référence, bien sûr, le catalogue raisonné de l'œuvre par René Loche et Marcel Rucklisberger. Elles sont ici côte à côte parce que elles étaient toutes les deux à Genève à la fin des années 50 pour recevoir les soins du docteur Tronchin. C'est ça, vous l'avez remplacée par elle justement dans l'accrochage ou c'est... Pas tout à fait, tu sais. Pas tout à fait. C'est un autre. Alors cette effigie-là ne fait pas partie de la collection du musée d'art et d'histoire. Vous disiez, il y a une belle femme qu'on va mettre, c'est elle, oui, c'est Madame de Vermenoux. Quand même, vous avez remplacé les rivales, vous les mettez jamais ensemble? On pourrait, mais le portrait que le musée conserve de Madame de Vermenoux est moins magistral que celui de Madame d'Épinay. Alors il ne faut pas les mettre côte à côte parce que ça desservirait Madame de Vermenoux. Non, mais il semblerait que Madame de Vermenoux était surnommée l'Enchanteresse. Il semblerait que c'était une femme d'esprit, mais c'était aussi une beauté vraiment de son temps. Elle était très appréciée. Et lorsqu'elle passe 6 ans à Genève, alors que Madame de Lanive d'Épinay n'en passe que 2. Elle reçoit également les soins du docteur Tronchin, et elle se fait portraiturer à 3 reprises par Lyotard, et dans trois compositions très différentes. Et ça, c'est unique à ma connaissance dans l'œuvre de Lyotard. Mais si je vous en parle, c'est parce qu'ici, donc, on a le portrait de Madame Lanive d'Épinay avec dans cette pose naturelle entre guillemets, alors que Madame de Vermenoux, aura un portrait assez conventionnel ici.
mais un autre de ses portraits. Avec le fameux manchon qui cache les mains. Oui, le manchon qui cache les mains, parce que les mains c'est plus cher. Ah oui, voilà. c'était celui-ci. C'est celui-ci qui est ce portrait qui est maintenant, qui était en collection privée et qui est maintenant dans la collection du musée de Karlsruhe, qui a été vendu depuis. Cette œuvre-ci est très grande, c'est une des plus grandes de Lyotard. Elle montre Madame de Vermenoux dans un costume qui est, vous me corrigerez si je me trompe, hein, mais qui est un costume probablement de théâtre. On sait que donc Voltaire, qui habitait à l'époque aux Délices, avait un théâtre dans son domaine des Délices et il donnait des représentations avec ses amis. Donc il est possible, il y a une des hypothèses, c'est que voilà, c'était un petit peu un costume qui aurait pu servir dans ce cadre-là. Et donc Madame de Vermenoux, dans ce costume très élaboré, salue ce buste d'Apollon. D'Apollon Esculape, hein, qui est signifié ici par le serpent, donc Esculape, le dieu de la médecine. Et on a ici, en fait, Madame de Vermenoux rendant hommage à celui qu'on appelait Tronchin Esculape, qui est donc Théodore Tronchin, le fameux médecin de la famille Tronchin. Et qui n'a pas d'équivalent dans l'œuvre de Lyotard, c'est quelque chose de... Voilà, c'est un portrait allégorique, c'est un portrait un peu plus, disons, artificiel que celui que l'on voyait tout à l'heure. C'est quelque chose qu'elle a dû vraiment commander de manière... Ça, c'était quand même discuté, parce qu'on sait par exemple que Lyotard va faire un portrait de Rousseau, et Rousseau va refuser le portrait. Donc, il faut que le commanditaire soit quand même content. Donc c'est certainement le fruit d'une discussion entre le commanditaire et l'artiste. L'artiste, on ne laisse pas carte blanche à l'artiste. Il faut quand même que... Voilà. Le docteur Tronchin, c'était vraiment un peu considéré comme un dieu à Genève. Comment on le salue comme un... Mais dans toute l'Europe, oui, Ouais, oui. ouais. Alors, il est à l'origine du vaccin contre la variole, la vaccine, et il était, je crois, le médecin du duc d'Orléans, donc très proche de la famille royale à Paris. Et les gens venaient de toute l'Europe pour le consulter ici à Genève. Il a vraiment apporté des nouveautés dans la médecine de l'époque. Il préconisait notamment le grand air, les promenades, alors qu'en général on confinait les malades auparavant. Enfin, voilà, ça c'est toute une histoire. Mais Lyotard était très lié à la famille Tronchin, famille Tronchin qui avait notamment les délices, le domaine des délices. D'accord, ouais. Et ça, c'était donc François, si je ne me trompe pas, François Tronchin, qui l'a en fait loué, mis à disposition, je ne sais plus exactement sous quelles conditions, l'a donc mis à disposition de Voltaire. Et donc c'était toute une société qui gravitait autour de la famille Tronchin. François Tronchin, donc le conseiller Tronchin, était un grand collectionneur d'art, un grand homme de lettres, et le docteur Tronchin, je crois, était son cousin. Donc c'est vraiment une famille très très importante pour les arts, les lettres, la politique, bien sûr, mais aussi la médecine. Donc c'était une famille très influente dans tous les grands domaines de l'esprit de l'époque. Et donc il n'est pas étonnant que Lyotard eût été vraiment lié à cette famille. Il a portraituré un peu toute la famille d'ailleurs. Donc c'est en fait... Les grandes familles genevoises historiques sont nombreuses à avoir eu des portraits de Lyotard dans leur collection, dans leur famille, et plusieurs les possèdent encore d'ailleurs. Ah ouais. Oui, oui. Ah oui? Ah oui, oui, oui. Ah d'accord. Bien sûr. Donc ça veut dire que si on va se promener dans le quartier, peut-être que derrière les portes des hôtels particuliers, oui, oui, absolument. Absolument. Et j'imagine c'est recensé ou pas forcément? Alors, les auteurs du catalogue raisonné sont au courant des lieux de conservation, y compris privés, mais ce sont bien sûr des informations qui restent très discrètes. Ouais. Ouais. Si on revient juste à l'histoire de vérité, parce que je crois que c'est ça qui intrigue beaucoup le projet Valentine, c'est-à-dire que on est toujours entre la vérité et l'interprétation, hein, c'est-à-dire que déjà on a remarqué qu'il y avait un tableau juste à côté de celui-là où elle a exactement les mêmes engageantes. Oui, c'est vrai. Donc oui. On se dit probablement il peint, comment on dit le terme pour faire du pastel? C'est un peu un abus de langage parce que justement peinture ça implique quand même quelque chose d'humide, mais on peut dire peindre au pastel. Sinon vous dites dessiner au pastel plutôt?
Bon, je peux Vous pouvez dire peindre, parce que c'est comme ça qu'on le disait au D'accord. 18e, donc Alors, c'est tout à fait légitime. ouais, on se posait un peu la question. Voilà. Voilà, Oui. exactement. Ouais. Voilà, et donc ça c'était... les mêmes. Ah oui. D'accord. Donc on s'est dit, probablement il l'a fait poser pour les choses importantes, parce qu'il ne peut pas la faire poser pendant trop de temps, Voilà. et peut-être le reste, il le recrée de mémoire, ou avec enfin c'est toute cette question, parce que vous savez les énigmes de Valentine, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois quelque chose qui est à certains endroits qui est presque esquissé, hein, si on regarde Oui. il y a des choses qui sont d'une précision folle, donc elle a deux grandes énigmes, c'est tablier noir ou pas, Oui. et puis surtout cette chose très précise que tout d'un C'est coup ça. c'est un petit peu troublant Qui en fait. dépasse de la Là, veste. j'ai pris ces images de... Ces deux, entre autres, sont assez parlants, parce que donc, c'est aussi des œuvres de Lyotard, c'est aussi des femmes qui sont assises. Et par exemple, pour cette idée que peut-être elles n'auraient pas de corps à baleine, je trouve que ces deux images parlent assez, parce qu'on sent que ces deux femmes, elles sont beaucoup plus tenues au niveau du buste. Oui, que... tout à fait. Celle-ci, elle est quand même un peu comme ça, non? Oui, ça rappelle, hein, oui. Tout à fait, mais tu es d'accord que c'est beaucoup au niveau de la nuque que tu as ce mouvement, et qu'ensuite, ici, vraiment, c'est très droit, quoi. Tandis que Madame d'Épinay, on a l'impression qu'elle est moins tenue dans son vêtement. Oui, mais c'est très étrange de le dire. Une courbe qui est plus souple qu'ici, où on a vraiment cette impression de cône, hein, que ces femmes étaient un petit peu engoncées dans un cône. Oui, ici, c'est vrai qu'on a un mouvement qui est plus souple. Mais imaginons qu'elle n'ait pas de corps à baleine, imaginons. Ouais. On essaie quand même, c'est la vérité, mais vous dites bien, on essaie quand même de donner une bonne image de soi. Donc là, elle montre qu'elle est un tout petit peu mal habillée, quoi. Ça ne doit pas dépasser, on est d'accord normalement. Normalement. Donc c'est vraiment assez intriguant. Est-ce qu'il a vraiment voulu montrer ce détail-là en fait? Enfin, il a certainement peint ce détail, disons. Alors, très étrange. Je pense que si on part du principe qu'elle n'avait pas cette contrainte et qu'elle est justement un peu en négligé, alors qu'elle n'est pas en négligé, mais enfin qu'elle est un peu moins en représentation sociale, donc elle donne l'image d'une femme qui est dans son intérieur, qui s'adonne à la lecture et au travail de l'esprit. Et c'est quelque chose qui ne va pas être défavorable à l'époque. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse plus aux choses de l'esprit qu'à son personnage social. Bien sûr, de se montrer en femme d'esprit, c'est une manière d'affirmer son personnage social qui est celui d'une femme d'esprit, vous voyez ce que je veux dire. Mais je pense que c'est cette intention-là qui est montrée. Et ça me fait penser à un portrait, mais alors là par contre, il faut que je cherche, c'est le portrait de Monsieur Guéné-Gauthier. Ce qui est très intriguant en général, c'est pourquoi il veut de la vérité à certains endroits et pourquoi pas en fait. C'est ça un peu. C'est peut-être des énigmes qu'on n'arrivera jamais à résoudre. Hein, mais... Est-ce qu'il voulait la vérité? Peut-être aussi. Il était de bon ton de se faire portraiturer par Lyotard parce qu'il était extrêmement prestigieux. Donc est-ce que c'est de choisir le type de représentation que fait Lyotard, ou est-ce que c'est choisir Lyotard pour Lyotard? C'est là où mais si vous voulez, par rapport avec les engageantes, on se dit, visiblement, vu il peint les mêmes engageantes sur d'autres tableaux, moi je me dis naïvement, elle n'est pas là quand il fait les engageantes, elle ne va pas poser des heures pendant les engageantes. Pour qu'il ait vu ce détail sur quelqu'un, là, elle doit être là. Ou alors il l'invente lui-même, il se dit... Enfin, Monsieur Clislery disait a priori non, que cette petite chose blanche devait être là, que c'était pas une invention de Lyotard. Je pense aussi. Oui. Ça doit être le fruit d'une observation, probablement. C'est assez incroyable. Ce qui est aussi étonnant, c'est donc je suis allée à la bibliothèque qui est juste en dessous. Oui, bien sûr, qui fait partie du musée. Oui, c'est la bibliothèque du musée. Et j'ai fait une sorte de statistique de toutes les œuvres qui sont dans le catalogue raisonné. Oui. Vraiment toute bête, hein. Mais sur tous les portraits, hommes ou femmes réunis, qui portent du bleu en grande majorité, qui portent des petites touches de bleu et qui ne portent rien de bleu. Et en fait, c'est assez étonnant, il y a à peu près 33% des tableaux dont le vêtement est bleu, mais beaucoup bleu, hein, pas des petits détails, de majoritairement bleu.
Et du coup, ça c'est aussi assez étrange parce que c'était pas une couleur qui était particulièrement plus à la mode que d'autres. Et voilà. Tu disais, est-ce que c'est une teinte que Lyotard aime beaucoup, et beaucoup, du coup, il pense que ça met plus la personne en valeur. Là, j'avais 3 exemples de femmes qui sont les 3 en bleu. Oui, tout à fait. Vous voyez, ici, on a ce portrait de Vermenou, elle est en bleu. On a un très beau... Mais alors ça, c'est bien avant. Le portrait de Madame... Oh, j'ai un blanc. Un portrait de Lady Tyrrell, qui est bleu également, qui est d'aussi belle qualité que celui de Madame Laly d'Épinay. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bleu. Alors là, peut-être qu'un spécialiste des pigments pourrait vous répondre par la vogue des couleurs dans l'art par rapport à quel type de pigment duquel il s'agit. Ça, c'est possible. Il y avait peut-être une préférence pour ce type de pigments parce qu'ils sont très beaux, parce qu'ils sont très, très lumineux, très frais. Oui, puis par rapport à la peau, j'imagine, non, la couleur de la peau, c'est-à-dire qu'une robe bleue va quand même être... Enfin, je sais pas, c'est une impression, mais je me disais que si en plus elle avait une robe dans les rouges, on imagine son visage et sa robe, ce que ça pourrait donner. Ça donnerait quelque chose de beaucoup plus rumicon. Alors, probablement, c'est vrai que moi, j'ai pas... Alors là, je peux pas... J'ai pas de réponse. Cela dit, Maurice Cantal-Latour utilise énormément le bleu, voire dessine sur papier bleu. Et Rosalba Carriera, donc la grande pastelliste vénitienne, utilise énormément le bleu également. Donc c'est vrai que c'est une couleur que l'on trouve beaucoup dans le pastel. Mais là, j'admets mon ignorance, je me suis pas vraiment posé cette question-là, mais c'est vrai que très souvent, on trouve beaucoup de bleu dans les pastels des grands pastellistes. En tout cas, les belles Lyotard, Latour et Carriera. Moins pour les portraits d'hommes parce que souvent ils sont, enfin en tout cas pour les protestants, ils sont en costume foncé. On trouve beaucoup plus des costumes noirs ou gris ou dans les bruns, ça c'est vrai. Mais pour les femmes, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de bleu. En Angleterre, plus du rouge, parce que comme Lyotard travaille aussi en Angleterre et va beaucoup portraiturer les grandes familles anglaises, on a beaucoup d'hommes en uniforme, et les uniformes sont rouges en Angleterre. Mais voilà, oui, je ne me l'explique pas, peut-être l'histoire de la mode l'expliquerait. Je pense qu'il faut voir, dans l'histoire de l'art, c'est vrai que le pastel, il y a beaucoup de bleu. Alors c'est tout ce que je peux vous dire à ce propos pour le moment. Mais c'est intéressant. Ceci dit, dans la question de la vérité, ce qui est intéressant, c'est le traité de Lyotard. Je pense que vous en avez eu connaissance. Il a, dans ses vieux jours, dans les années 1780, il a rédigé un traité, des principes et des règles de la peinture. Peinture, sous-entendu pastel, peinture à l'huile et pastel. Et là, il donne tous ses préceptes par rapport à la touche. Pour lui, on doit avoir une touche, donc une visibilité de l'application de la couleur qui doit être fondue, qui doit être parfaitement invisible, etc. Alors que dans ses œuvres, on voit souvent des endroits où la touche est très visible. Il va donner également il va préconiser des effets de clair-obscur assez marqués. Enfin, il fait toute une... vraiment, il donne des principes sur énormément d'éléments de composition, également d'effets de l'art du pastel. Et c'est très amusant parce qu'il parle également de ces modèles ou justement des modèles à ne pas suivre. Par exemple, pour lui, Rubens, la touche est beaucoup trop visible, c'est mal fini, ça n'est pas du tout à suivre. Enfin voilà, il y a vraiment tout ça dans son traité. Et par exemple, il se réclame, enfin il admire beaucoup Van Huysum, qui est un peintre de nature morte, et c'est vrai que ces natures mortes du Nord, des écoles hollandaises et flamandes qui sont extrêmement détaillées, où on a presque l'impression de sortir la rosée sur une tulipe, enfin vous voyez le genre. Donc ça, il se réclame beaucoup de cette tradition-là, et on sait qu'il possédait des œuvres justement plutôt hollandaises, donc d'art hollandais, qui ont depuis le XVIIe siècle cette qualité
de vérité dans le sens de représentation de moments de la vie quotidienne, des paysages vernaculaires, beaucoup moins investis par une charge symbolique ou historique que des œuvres françaises par exemple, donc, ou italiennes. Donc il est quand même relié à cette tradition plus du nord que du sud de l'Europe. Ça explique un petit peu peut-être aussi sa manière. C'est pour ça qu'il est tellement représenté dans les ouvrages liés à la mode. C'est qu'en fait, on peut vraiment utiliser ces œuvres pour comprendre les vêtements d'époque. Absolument. Mais d'ailleurs, si on regarde cette femme, ces engageantes-là, on voit bien qu'elles sont en tulle, oui. Alors qu'on voit bien que celles-ci, elles sont en mousseline. Et ça, c'est quand même incroyable. Oui. C'est rare d'avoir ce degré de précision, en fait. Ouais. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit dès le début de sa carrière. Si je prends cet ouvrage-là, parce que c'est plus simple que de chercher dans le catalogue raisonné, mais l'on voit dès le début de sa carrière, quand il est à Constantinople, qu'il est passé qu'il a accompagné les Anglais dans le Grand Tour et qu'il reste à Constantinople entre 1738 et 1742, eh bien, il va produire des œuvres comme celle-ci, qui est donc dans la collection du Musée d'art et d'histoire, qui n'est pas un portrait, c'est une œuvre très stéréotypée en fait. Le visage est un visage presque générique. Ça n'est donc pas le but de faire un portrait. Au fond, ce qui l'intéresse, c'est la représentation du costume. Et c'est vrai qu'on trouve souvent cette allusion au fait que même la tenue, le geste est peu naturel, c'est une sorte de geste d'invitation mais qui est très convenu, et que le personnage a quelque chose de l'ordre du mannequin, elle est très raide, et au fond ce qui l'intéresse, c'est la représentation de la complexité du costume et pas la représentation de la personne. C'est un regard ethnographique qui fait qu'il va voir, parce qu'il y en a plusieurs, dans la collection, on voit les chaussures aussi, des fois elles ont des chaussures absolument, très oui, je sais pas si c'est des socs de hammam ou quelque chose comme ça, et là aussi vous avez une précision quand on voit l'œuvre, c'est absolument merveilleux de voir la profusion de détails qu'il arrive à rendre. Les doigts ont aimé, je crois. Absolument, oui. Tous ces petits détails qu'il va soigner dans ce costume-là, là aussi l'attention n'est pas portée sur les figures, mais sur leurs costumes. Mais même dans son fameux portrait là, de Paris, ça c'est vraiment quand je vous disais qu'il était à l'Académie de Saint-Luc, c'est un manifeste, c'est une manière de se représenter, c'est extrêmement connoté, c'est extrêmement parlant comme portrait. Il se montre dans toute son originalité de peintre turc, d'excentrique, ce qui a fait aussi un peu sa réputation. Et là, quand vous observez le pastel, qui est de très grand format pour l'époque et pour l'œuvre de Lyotard, chaque poil de barbe est détaillé, le détail des cheveux est absolument exceptionnel. Moi, je trouve ce qui est le plus fascinant, c'est la transparence des yeux. On a vraiment l'impression d'être face à quelqu'un avec toute cette transparence. Par ailleurs, vous regardez ici les genoux et le bas de la veste, c'est pas très compréhensible, c'est très esquissé. La même chose. Est-ce que c'est pour justement renforcer la précision de faire des choses un peu floues à côté? Est-ce que c'est volontaire? Alors c'est ce qu'on voit souvent dans des portraits, même des portraits plus modernes, disons, où on va soigner quelque chose et puis on va laisser le reste dans le flou pour faire ressortir la figure. Mais à cette époque, c'est un peu curieux, parce que là, on se dit c'est quelque chose de l'ordre... pas de l'impressionnisme, mais on est quand même dans une toute autre écriture que celle du XVIIIe siècle. Donc chez lui, c'est un peu paradoxal, parce que d'un côté, il prône la précision, puis d'un autre côté, il mélange souvent ces différentes manières dans ses œuvres. C'est peut-être aussi ce qui en font l'originalité et le paradoxe de Lyotard, c'est un petit peu... Est-ce que je fais quelque chose comme ça, ou alors... Parce que j'ai aussi trouvé cette image-là, où on voit bien qu'elle porte une robe à la française, puisqu'on voit les plis dans le dos, mais on voit bien que c'est bicolore, c'est-à-dire que le jupon, la jupe du dessus, ou le jupon du dessus, il n'est pas de la même couleur que le manteau de robe. Ça, ce serait bleu normalement. C'est ça que tu veux dire? Dans ce cas-là.
Exactement. Alors, est-ce que ça veut dire que dans notre cas, Madame d'Épinay, elle a cette partie-là qui est bleue, et puis cette partie-là qui est noire, et puis elle n'a pas de tablier? Tu vois toute la question. Ah ouais, c'est total. Ou alors... En fait, ça, ce serait le manteau. Alors, ça, c'est clairement le manteau, oui. D'accord. Ça aussi, a priori. Oui. Parce que vous voyez, si cette personne s'assied, Oui. cette partie qui est devant, qui est donc la jupe du dessus, elle est très peu visible en fait. Ce qu'on voit surtout, c'est le manteau en fait. Donc je suis presque sûre qu'ici on voit le manteau. D'accord. Mais après, la question c'est alors plutôt partir sur l'optique d'un tablier avec la jupe du dessus qui est de la même couleur que le manteau, ou partir dans une optique où il n'y a pas de tablier et où la jupe du dessus est noire. Et ça se pratiquait à l'époque. Alors vous voyez, les jupes noires. Je n'ai pas encore trouvé. Oui. Tout ce que j'ai trouvé pour l'instant qui est de deux couleurs, c'est cette image-là. Dans l'esprit des chinoiseries de l'époque, on a quand même... Alors on a le goût pour l'Orient, la Turquie, enfin l'Empire ottoman, c'est aussi quelque chose qui est très valorisé à l'époque, quand on pense à certaines œuvres de Mozart, mais aussi aux lettres persanes. Donc il y a vraiment à l'époque un goût pour la Turquie, c'est vraiment une représentation de l'ailleurs, de l'exotisme, mais on est aussi dans le siècle des chinoiseries. Et là, on voit ce personnage qui est un notable genevois, donc pas du tout un personnage exotique. Et c'est très intéressant parce que la plupart des notables genevois, on les voit représentés en costume de ville, de manière un peu austère, comme il se doit, en costume de magistrat. Là, lui, il choisit de se faire représenter en robe d'intérieur exotique, une plume à la main, il a un livre derrière lui, et puis il a cette coiffe qui indique bien qu'il est à l'intérieur. Et puis bon, je pense que les intérieurs étaient moins chauffés, donc on se mettait quelque chose sur la tête pour avoir chaud. Là, il n'a pas de perruque, donc c'est aussi quelque chose qui peut sembler naturel, parce qu'on se dit, oui, on le porterait toujours dans son intérieur, chez lui, quand il lit, mais enfin c'est hautement symbolique, c'est qu'il se représente en homme de son temps, en homme à la mode, en homme de lettres, en homme d'esprit, et pas selon, comme par exemple ici, Monsieur Sarrazin, selon sa fonction officielle. Donc ce sont deux portraits qui ont des intentions très différentes dans ce qu'elles montrent du personnage. Mais je trouvais intéressant ici parce que là aussi on a une importance du vêtement. Alors par rapport aux femmes c'est encore différent, mais voilà, ça c'est un exemple intéressant les images ont enfin vous le savez mieux que moi, dans un autre contexte, les images ont une force et une importance. Et puis il y en avait moins, donc il fallait qu'elle véhiculait quand même quelque chose d'important, alors que à l'heure actuelle c'est peut-être un peu plus banalisé, mais c'est vrai que on ne fait pas faire son portrait par un artiste comme Lyotard juste pour le plaisir, on le fait vraiment pour aussi démontrer quelque chose. Les artistes devaient fixer les couches inférieures de leurs œuvres, parce qu'évidemment ça se travaille par couches, il y a un tracé initial, puis ensuite on construit comme ça l'image, par couches successives, fondues, pas fondues, et on a déterminé que parfois on fixait les couches inférieures, mais qu'on ne fixait pas la dernière pour garder ce côté velouté, très 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 beau, et à force de les transporter, qu'ils aient des vibrations, c'est cette couche qui va s'abîmer, et après il reste quelque chose de plus mat. Cela dit, chez Lyotard, mais également chez Latour, on pouvait travailler le pastel aussi légèrement humide. Ça veut dire que donc on le travaillait un peu comme une gouache, ce qui fait que ça collait les pigments. Alors ça donne quelque chose de beaucoup plus épais, une texture beaucoup plus épaisse, beaucoup plus visible, beaucoup moins légère, et puis très mat comme ça, qui a ce côté de gouache un peu. Mais souvent après on pouvait repasser par-dessus avec une dernière couche pour rendre cette légèreté. D'accord. Voilà. Mais on savait que c'était fragile, bien sûr. La chance qu'on a avec beaucoup de ces tableaux de Lyotard, et notamment celui-là, c'est qu'en fait il n'a jamais quitté Genève. Il a été dans la famille et ensuite au musée Rath, dont le musée d'art et d'histoire est le descendant, si on veut. Et ça, c'est une chance. Ce sont des œuvres qui ont peu voyagé, qui ont peu passé de main en main. Et donc, en étant conservées dans leur lieu d'origine pendant très longtemps, après, ça dépend un petit peu des familles, mais en général, on en a pris soin. Ça, c'est une des grandes chances de ces œuvres. Ouais. Enfin, son intérêt au plan mondial, parce que c'est la plus grande collection d'œuvres de Lyotard,
originale de Lyotard, avec celle d'Amsterdam, mais c'est aussi une collection qui est représentative quasiment de toute sa carrière, donc de ses années de jeunesse jusqu'à sa mort, et puis qui est représentative aussi d'un petit peu tout ce qu'il a pratiqué comme technique. Et pour ce qui concerne les dessins, c'est vrai que nous avons la chance d'avoir des dessins de préparation de pastels. Alors des dessins mis au carreau, par exemple, pour le report. Ça, on le voit là-dedans un petit peu, ouais. Voilà, ouais, ouais. Donc il existe dans la collection des dessins au carreau, mais il y a aussi des dessins qui ont une existence individuelle en soi. Et notamment quelque chose de vraiment formidable, qui est la série des enfants de Marie-Thérèse d'Autriche, que la souveraine avait commandé à Lyotard. Là, je vous en montre un par exemple, parce que celui-là, c'est un des plus connus. C'est Marie-Antoinette, hein, la Marie-Antoinette, avec un de ses frères. Ça, elle a eu plus d'enfants, je crois qu'elle en a eu 13, et ici sont conservés 11 portraits. Mais ce sont vraiment des dessins en soi, ce sont des effigies, qu'apparemment... Qu'est-ce qu'il utilise comme... C'est pas du pastel dans ce cas-là? Non, alors là, c'est un petit peu la... Il y a la technique traditionnelle des 3 crayons, c'est-à-dire pierre noire, sanguine, craie blanche, à différents degrés, hein, selon les différences, et un peu d'aquarelle. Donc c'est vraiment là, c'est vraiment les techniques traditionnelles du dessin, mais ces dessins-là sont vraiment réalisés comme une œuvre en soi. Une œuvre en soi, une photo de famille, si on veut, pour Marie-Thérèse. Apparemment, elle les prenait dans ses bagages. Donc ce sont vraiment des œuvres intimes qu'il réalise pour la souveraine. Donc ça, ce sont des dessins en soi. Et ça, vous les avez ici? Oui. Enfin, voilà, vous avez plutôt des œuvres ici de la période turque qui vont être étudiées donc, pour vraiment dans leur matérialité par les conservateurs restaurateurs. Là, vous voyez typiquement, là c'est un travail aux 2 crayons, hein, pierre noire et sanguine. C'est tout à fait typique de l'époque, hein, dessiné avec ces instruments-là. Ici, donc voilà. Ça, c'est une composition dont on connaît plusieurs versions et puis qui a été gravée. Là, donc, c'est beaucoup plus tard, ça doit être dans les années 60, c'est donc Lyotard âgé, c'est son autoportrait. Ouais. Il y a un extrêmement beau pastel, mais il est conservé à la Bibliothèque de Genève. Mais moi, j'ai eu l'impression d'avoir vu un autoportrait comme ça de Lyotard âgé, un peu sombre. Oui, c'est celui à la main au menton. Donc, il a fait beaucoup de représentations d'autoportraits. Mais vous l'avez vu en salle, c'est vrai. En salle, oui. Il est à côté de Madame d'Épinay. C'est ça, on l'avait mis au centre. Ouais. Maintenant, on a changé, on a mis au centre, je crois qu'ils sont début les autoportraits. Voilà, ça c'est celui qui est à la Bibliothèque de Genève. Il a été échangé au siècle dernier contre l'autoportrait à la barbe que Lyotard avait donné à la Bibliothèque de Genève parce que tous les grands personnages genevois donnaient un portrait à la bibliothèque, qui était le musée aussi à l'époque. Hein. Et bref, à la fin... La Bibliothèque de Genève, je ne comprends pas très bien où ça. L'ancienne bibliothèque publique universitaire.